Bien, merci, merci à tous. Et à mon tour, après Véronique, et je pense que ça vaut à nouveau des applaudissements, je voudrais vraiment remercier et le personnel de la station des Carélis et le secteur formation et tout le travail accompli par Véronique Sandoval et l'équipe de la formation au siège du parti, au niveau national, dans la direction. Et puis remercier également, en votre nom à tous, la Fédération de Savoie, d'autant que, malgré leurs propositions, je ne pourrai pas participer à la fête des Allobroges le 17 et le 18 octobre. Mais si jamais vous ne savez pas quoi faire ce week-end-là et que vous avez apprécié la région, vous pouvez venir y participer. Voilà. Je voudrais dire en concluant nos travaux que je ressens une immense fierté. Oui, je suis fier de vous, de nous, de la dignité et du sérieux de l'université d'été du Parti communiste français. Une université d'été populaire, fraternelle, joyeuse, et ça mérite d'être souligné dans le paysage des universités d'été qui nous entourent. Une université, elle, tout entière concentrée sur un seul sujet, les solutions, le nouveau projet solidaire et démocratique dont la France a besoin pour sortir de la crise. Oui, ici, nous avons vu, moi j'ai vu des militantes, des militants, soucieux de la France, de nos compatriotes, des peuples d'Europe, du sort des migrants qui fuient la guerre et le chaos du Grand Moyen-Orient. J'ai vu ici des militants, des femmes et des hommes pétris d'humanité, prendre 3 jours sur la fin de leur congé pour faire ensemble de la politique comme elle devrait toujours être, un brassage d'idées, d'expériences, un bouillonnement citoyen, une confrontation constructive où chacun cherche à s'enrichir des idées des autres, où se croisent l'expertise intellectuelle et celle des femmes et des hommes du quotidien, finalement un grand moment de culture et d'éducation populaire. Oui, ici au Carélis, il n'y a pas de coups bas, pas de déchirement, pas de claquement de porte, pas de démission mise en scène, pas de bad buzz, comme on dit. Mais du coup aussi, il faut le dire, il n'y a pas de médias. Nous sommes, à l'exception notable, je dois le dire évidemment, de l'Humanité, de Politis, de France 3 régionale, qui est aujourd'hui ici, et de Public Sénat qui est passé hier, mais beaucoup, évidemment, vous l'avez constaté, des autres grands médias sont absents. Nous sommes malheureusement habitués, mais je veux le dire, sûrement pas résignés face à cette situation. Et à la fête de l'Humanité, nous lancerons une campagne nationale sur le thème « Libérons les médias » avec une affiche nationale pour la supporter. Car nous n'acceptons plus ce déni démocratique permanent qui est un scandale ressenti par de très nombreux citoyens de notre pays, de très nombreux citoyens engagés dans la vie publique et qui n'acceptent plus l'image que leur renvoie, l'image déformée en permanence du pays et du débat politique que renvoient la plupart des médias dominants. Alors oui, ici, nous avons respiré, pas seulement à cause du climat, mais mais aussi à cause de la montagne et puis de l'ambiance de l'université d'été, un grand bol d'oxygène, loin, très loin de la puanteur des règlements de compte politiciens, des querelles de clans ou des marchandages de listes. C'est pour la même raison d'ailleurs, oxygéner la politique et la renouveler, que j'avais décidé d'entreprendre depuis janvier un tour de France des régions, en privilégiant systématiquement des rencontres thématiques, des visites d'usines, de fermes, de PME, PMI, de coopératives ouvrières, de centres de recherche, d'universités, de lieux de culture, pour aller justement mener avec les citoyens le dialogue politique qu'ils attendent. À chaque fois dans ces rencontres, et ça a été aussi le cas lors de cette université d'été, j'écoute beaucoup, j'apprends beaucoup, je teste des idées, je fais part de nos propositions, de notre projet, la France en commun,
en mettant en avant tel ou tel aspect de ce programme. Et à chaque fois, ces rencontres constituent un bol d'oxygène fabuleux, même si les journées, pour ceux qui les ont vécues avec moi dans ces régions, sont extrêmement denses. On me parle des souffrances du pays, des difficultés du pays, mais on me parle aussi des expériences de terrain, des expérimentations innovantes. On me parle projets dans les régions, mais projets pour la France, et parfois, souvent aussi, projets de coopération internationale. Et on me parle partout, absolument partout, on me parle du manque de respect dans lequel sont tenus les citoyens par ceux qui dirigent le pays. Et on me parle beaucoup de cette question, et d'une certaine manière, beaucoup trop. J'ai en mémoire, mais je pourrais citer des quantités d'exemples, des parents d'élèves en Normandie, venus à ma rencontre lors d'une visite dans la région, scandalisés de voir leur groupe scolaire être déclassé de ZEP, mais surtout que cela soit fait sans qu'aucune explication valable ne leur soit donnée, sans que personne ne daigne leur répondre, au mépris d'ailleurs de toutes les réalités de terrain. Comme sénateur, à la suite de cette rencontre, j'ai écrit à la ministre de l'Éducation pour demander les explications sur cette ZEP que ces parents d'élèves qui étaient en lutte depuis des semaines n'arrivaient à obtenir de personne. Et j'ai reçu une lettre, une réponse des services du rectorat que je ne peux pas vous lire ici, mais particulièrement consternante. 2 pages de calculs froids, purement technocratiques, incompréhensibles, de ratios pour soi-disant justifier cette décision, des phrases qui ne veulent rien dire, et au final, cette impression extrêmement lourde qu'on prend les gens, qu'on nous prend tous, les citoyens et nous avec, pour des idiots finis, et que soi-disant personne ne serait responsable de rien. Eh bien, les Français et les Françaises ne supportent plus cette situation. Ils se sentent délaissés, abandonnés, méprisés. Et ils attendent avant tout d'être respectés. Et c'est ce que nous devons porter dans tout le pays. Qu'on cesse de mentir aux Français, qu'on cesse de les tromper, qu'on cesse de faire le contraire dans les actes de ce qu'on dit dans les paroles et dans les discours, qu'on cesse de leur faire prendre des vessies pour des lanternes. Par exemple, en ce moment, où on nous explique que les chiffres du chômage et de la précarité, qui confirment une situation alarmante, annoncent soi-disant une timide reprise de la croissance qui, on le sait bien, n'existe absolument pas. Alors ce qu'ils attendent, les Français, c'est d'abord et avant tout d'être respectés, d'être traités en adultes et d'avoir le droit de participer aux décisions en connaissance de cause. Et ils attendent pour cela du changement, le plus petit changement qui puisse apporter une amélioration à leur vie quotidienne, du petit changement comme du grand changement, parce que rien, et c'est leur sentiment, et ça n'est pas qu'un sentiment, rien ne tourne plus rond dans ce monde. Mais face à cette immense exigence populaire que chacun d'entre vous, comme moi, peut rencontrer quand il va sur le terrain, cette immense exigence populaire de respect et de changement, à quoi assistons-nous ces derniers jours ? À un spectacle politique pitoyable, à la farce Emmanuel Macron à La Rochelle, ou juste à côté de La Rochelle, ministre star du gouvernement Valls, qui se permet de voler la vedette à l'université d'été des socialistes en se vantant de ne pas être socialiste, et après avoir été quelques jours avant parler d'amour à l'université d'été du MEDEF. Emmanuel Macron, paraît-il, n'aime pas la réduction du temps de travail, parce que ce n'est pas moderne, comme il dit. Mais il se moque du monde, Emmanuel Macron, parce que c'est la politique qu'il défend qui empêche des millions de Français de travailler, tout simplement. Qu'il nous dise combien, Emmanuel Macron, par exemple, y aura-t-il de salariés à temps partiel, puisqu'il nous parle de temps de travail, à temps partiel forcé et subi, dans les magasins qu'il veut obliger à ouvrir tous les dimanches. Cette proportion de travailleurs et de travailleuses à temps partiel forcés, elle sera dans ces magasins de combien les dimanches en question ? De 50 ? De 60 ? De 80 ? Et peut-être même dans certains d'entre eux de quasiment 100 ? Et il vient nous parler de réduction de temps de travail qui serait une lubie, alors que c'est lui qui empêche les gens de travailler dans des conditions dignes. Et combien y en aura-t-il de ces travailleurs surexploités, mal payés avec des contrats précaires qui ne pourront pas prétendre à travailler tout simplement au volant des autocars qu'il veut jeter sur les routes de France à la place des trains
en faisant jouer la concurrence du moins-disant social entre les sociétés d'autocars qui sont en train de se ruer sur ce marché, et pour certaines d'entre elles, tout le monde le sait, en utilisant même les possibilités de la directive des travailleurs détachés. Voilà, alors que Macron arrête de prendre les Français pour des imbéciles et qu'il ouvre sérieusement avec son gouvernement, oui, le débat sur la réduction du temps de travail et la création d'emplois dans ce pays. Et puis nous sommes d'autant plus scandalisés que pendant ce temps-là, pendant que tous ces simagrées ont lieu à 2 pas de l'université d'été de La Rochelle, il n'y a toujours pas de ministre du Travail. Parce que le ministre du Travail a décidé d'aller faire autre chose, à ses yeux plus confortable. Nous sommes dans un pays qui a soi-disant un gouvernement de gauche, 5 millions de chômeurs et pas de ministre du Travail. Quel terrible symbole de la démission de ce gouvernement. Et paraît-il, ce n'est pas pressé, on a encore quelques semaines pour régler la question. Eh bien moi, je ne sais même pas si ce gouvernement a réellement conscience de l'insulte, du mépris qu'il jette ainsi à la face de tous ceux qui galèrent au quotidien à la recherche d'un emploi. L'autre jour, j'étais à Grigny, dans l'Essonne, dans le cadre de la campagne des régionales. 40% de chômeurs parmi les jeunes à la cité de la Grande Borne, à Grigny, dans l'Essonne. 1 heure plus tard, après cette rencontre, je me suis rendu sur le plateau d'ITélé, où une journaliste me demandait de commenter le dernier communiqué d'autosatisfaction de Rebsamen sur les chiffres d'emploi. Eh bien voilà l'aveu de décalage total entre la réalité et ce gouvernement, et c'est cela que les Français ne supportent plus et qu'avec eux nous ne supportons plus. À quoi assiste-t-on encore ces jours-ci? Au déchirement d'Europe Écologie Les Verts, pour quelques Marocains ministériels, pour des places aux élections régionales. Triste spectacle à 3 mois, à 100 jours de la COP21. La planète brûle et on s'invective dans la maison écologiste, sous l'œil amusé, soit dit entre nous, de l'Élysée et de la direction du PS qui tire les ficelles de toute cette affaire. À quoi assiste-t-on encore? À l'aiguisement des couteaux dans la droite française, qui prépare une primaire sanglante pour l'automne 2016, avec cet objectif d'une folle nouveauté, Nicolas Sarkozy, candidat à l'élection présidentielle pour la 3e fois consécutive. À quoi assiste-t-on encore? À la guerre du clan Le Pen, le père, la fille, la petite-fille, qui monopolise les ondes médiatiques, et avec pour principal sujet des commentaires de ce sinistre spectacle, lequel des 3 est le plus raciste. Et pendant ce temps-là, la Méditerranée est un cimetière. La Hongrie construit un mur de la honte. L'Europe s'apprête à financer des centres de tri pour les réfugiés à ses frontières. Voilà la triste réalité. Eh bien, soyons-en certains, profondément persuadés, les millions de Français qui aspirent au changement ne peuvent pas se reconnaître dans ce sinistre spectacle. Et c'est notre devoir, notre responsabilité première d'ouvrir avec eux un autre chemin, de proposer un autre débat au pays, un nouveau projet que nous baptisons pour notre part la France en commun, mais qui est soumis à la délibération publique et que nous voulons discuter en toute transparence avec le pays. Oui, nous avons raison de mettre en tête de toutes nos priorités l'action concrète, la solidarité concrète. Nous avons raison de proposer au pays un nouveau projet politique qui nous sorte au plus vite de l'austérité, qui puisse protéger les Français, qui cesse de gaver la finance, qui investit pour l'avenir de la France, de l'Europe et de la planète, pour promouvoir un nouveau mode de développement social, solidaire, écologique et démocratique. Notre projet, il est ancré dans la réalité. Il propose des réponses concrètes aux questions concrètes posées par le pays et posées par la situation de l'Europe et du monde. Permettez-moi de prendre quelques exemples d'actualité. Que disent les agriculteurs? Qu'ils doivent vivre de leur travail, tout simplement. Et ils disent, et ils ajoutent, sinon, c'est notre alimentation à tous qui est en danger. Ils disent que la fixation des prix par les seuls marchés mondiaux et leurs acteurs va conduire à des catastrophes alimentaires et sanitaires. Moi, je n'ai pas été surpris de leur mouvement cet été, parce que dans le Tour de France que j'ai effectué,
J'ai systématiquement, dans toutes les régions, rencontré des agriculteurs en allant les voir dans leurs fermes, en Vendée, en Mayenne, dans le Tarn-et-Garonne et ailleurs. Et partout, ils diagnostiquaient la situation. Et ils ont des idées, évidemment, ils ont un avis sur les problèmes, mais ils ont des idées très pertinentes sur les solutions. Eh bien, c'est ces solutions que nous voulons porter, qui respectent leur travail et qui les encouragent à développer la qualité de ce travail pour une alimentation saine pour tous. Avec André Chassaigne, qui était parmi nous au premier jour de cette université d'été, nous avons décidé de relancer le travail législatif pour déposer, en discutant avec l'ensemble des acteurs de ce mouvement, pour déposer de nouvelles propositions de loi aptes à garantir des prix d'achat rémunérateurs aux producteurs et pour faire reculer le cynisme des intermédiaires de cette filière qui, vous l'avez vu cet été, se permettent le luxe de dire que c'est eux qui font les prix et qu'il est hors de question que qui que ce soit, même le gouvernement, leur impose la moindre réglementation en la matière. Eh bien, nous allons mener cette bataille. Et dans les élections régionales, nous proposerons partout des nouvelles politiques de protection du foncier agricole, des nouvelles politiques d'aide à l'installation et d'accompagnement de nouveaux modèles productifs agricoles. Et nous proposerons partout que la restauration scolaire s'approvisionne partout en produits régionaux d'abord, comme d'ailleurs l'avait mis en place le Conseil général de l'Allier sous l'impulsion de Jean-Paul Dufrègne quand il était le président du Conseil général, avec son programme pour les cantines scolaires du département qu'il avait baptisé 100% produits de l'Allier. Que disent les chômeurs, les précaires, les salariés menacés de licenciement? Quelque chose qui paraît être maintenant une évidence, quoi qu'en disent les dénis gouvernementaux ou ceux du MEDEF. Ils disent tout simplement, parce que chacun le constate, c'est presque devenu une réflexion de bon sens, qu'il n'y aura jamais d'inversion de chômage si on continue à distribuer des fonds publics à gogo sans jamais réorienter la gestion des entreprises vers la création d'emplois. Eh bien, nous proposons tout simplement de stopper ce gâchis et de mobiliser l'argent disponible, les énormes sommes d'argent que nous sommes en train de gâcher dans la distribution de fonds publics, puisqu'on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, nous sommes en train de distribuer 40 milliards d'euros aux entreprises et tout le monde peut constater qu'il n'y a aucune contrepartie alors que nous le faisons soi-disant au nom de la création d'emplois. Eh bien, il faut cesser ce gâchis et mobiliser l'argent disponible, et il y en a beaucoup, pour financer dans le logement, dans les transports, dans la santé, dans l'éducation, dans la relance industrielle, dans la transition énergétique, dans l'agriculture, des investissements créateurs des emplois nécessaires. Et il y a des millions d'emplois à créer dans ces secteurs-là. Nous proposons de changer les critères bancaires pour aider les collectivités locales, pour aider les PME, PMI, pour aider les programmes industriels utiles à se financer, plutôt que de continuer à gaver de crédit les capitalistes financiers. Et je ne prends qu'un exemple parmi beaucoup d'autres, parce qu'il a défrayé la chronique cet été. Qu'on nous explique comment Patrice Drahi, le PG de SFR Numéricable, qui est maintenant en tête de liste des grandes fortunes françaises, grâce à l'argent qu'il accumule dans la téléphonie mobile, qui vient de racheter successivement Libération, l'Express, BFM TV, qu'on nous explique comment cet homme-là, qui est à la tête d'un empire financier, qui a un endettement de 36 milliards d'euros, peut prétendre encore en lever 10 pour tenter de racheter Bouygues. Et on nous dit qu'il n'y a pas d'argent dans le système bancaire pour financer le développement industriel. Mais on se moque du monde. Et c'est cette question-là que posent les salariés et les chômeurs du pays. Et c'est cette question-là que nous allons porter avec eux. Que disent les maires de nos communes? Quand je dis nos communes, pas les communes que nous dirigeons, les maires des communes de France, quelle que soit souvent leur sensibilité politique. Que disent ces maires? Tout simplement que la réduction programmée des dotations de l'État va conduire à des catastrophes, à des réductions dramatiques dans les budgets d'investissement et dans les services publics locaux. Nous proposons donc d'écrire publiquement, dans les jours qui viennent, à tous les maires de France, de le faire dans chaque commune, pour leur demander comment ils comptent investir leur propre mairie et leur propre commune et ses habitants
dans la journée d'action lancée par l'Association des maires de France pour le 19 septembre contre la baisse des dotations. Nous demandons tout simplement l'annulation immédiate du programme de réduction des dotations aux collectivités locales dans le prochain budget de la nation, et nous mènerons cette bataille pendant tout le trimestre qui s'annonce. Et à la faveur de cette mobilisation, nous soulèverons, parmi toutes les baisses de crédits annoncées, nous soulèverons notamment une question qui commence à faire un petit peu parler d'elle, mais nous allons faire monter le son, comme on dit, sur la question. Ce scandale de la suppression pure et simple que vient décider le gouvernement du budget des aides à la pierre annoncé dans le prochain budget du logement, alors même que le pays connaît une crise majeure du logement. 400 millions d'euros rayés d'un trait de plume. On passe de 400 millions d'euros à 0 € dans le budget, tout simplement, alors que la crise du logement est à son comble. Et on le remplace par quoi ? Ce fonds d'aide à la pierre, enfin ces aides à la pierre, par une ponction dans les caisses des offices HLM pour reconstituer le fonds supprimé. Donc on va non seulement supprimer 400 millions d'aide à la pierre alors qu'on a besoin de construire partout, et on va demander aux offices qui n'ont déjà pas assez d'argent pour répondre à leurs besoins de reconstituer le fonds ainsi supprimé. C'est un scandale proprement indécent. Et je pense que sur cette question, il y a une colère extrêmement puissante à faire monter dans le pays dans les jours qui viennent. Nous proposons non seulement le maintien, mais le doublement immédiat du budget des aides à la pierre dans le projet de loi de finances. Et cette question, nous la porterons tout le trimestre. Que nous disent dans tout le pays les cheminots et les usagers du train ? Tout simplement que c'est une folie de sacrifier le ferroviaire quand on a tant besoin pour les voyageurs comme pour le fret, quand on en a tant besoin pour les voyageurs comme pour le fret, et que la libéralisation des autocars de la loi Macron est une aberration anti-écologique totalement anachronique, lui qui nous parle de modernité. Nous proposons la défense et le développement du service public unifié de la SNCF, et nous proposerons des contrats État-région qui protègent le développement du ferroviaire et non sa mise en concurrence et son recul de fait dans les programmes de transport. Au moment où on nous parle avec raison de la COP 21, qui est d'une des grandes urgences et sur laquelle nous voulons mobiliser, des trains intercités vont être supprimés. Des gares sont fermées au nom de la compétitivité. Les triages pour le fret sont fermés les uns après les autres, alors qu'il faudrait au contraire faire l'inverse. Le résultat, nous le connaissons tous, des milliers de camions supplémentaires, de cars supplémentaires sont déversés sur les routes, donc des millions de tonnes de CO2 supplémentaires. Et ceux qui font ça vont nous faire des grandes envolées lyriques pendant 3 mois en prévision de la COP 21. Et avec, à la clé, en plus de tout cela, des milliers de chauffeurs sous-payés, surexploités et des milliers d'emplois statutaires et de qualité supprimés à la SNCF et à RFF. Nous allons placer au cœur des élections régionales et de la préparation de la COP 21 l'ambition ferroviaire, et j'organiserai à la Fête de l'Humanité une rencontre avec tous les cheminots de France sur cette question. Et je pourrais citer beaucoup d'autres questions, parce que nous allons continuer dans le même esprit nos batailles pour les services publics de proximité, et sans tous les citer, mais je pourrais parler de l'éducation et de beaucoup d'autres. Je pense singulièrement à la santé, à l'hôpital, à la sécurité sociale, à l'heure du 70e anniversaire de la sécurité sociale, puisque la date c'est le 4 octobre, et évidemment, comme je viens de le dire, à l'éducation, à l'heure de la rentrée scolaire. Que nous dit encore l'état du monde, la situation dramatique des migrants? Une chose simple qui éclate à la face du monde en ce moment, eh bien tout simplement que paix et développement ne font qu'un si on veut résoudre ces problèmes. Les marchands d'armes, ceux qui font les guerres ou qui y poussent, et les réseaux d'exploiteurs de la misère humaine font bon ménage dans cette affaire. Et ils sont souvent d'ailleurs, si on creusait un peu, les mêmes en partie. L'Europe fait la guerre et elle érige des murs en dur et des murs dans les têtes,
un dangereux cocktail de fils barbelés et de haine. Mais quel monde construisons-nous en faisant cela? Nous le disons, nous avons honte de la France quand elle laisse des lycéens ayant fui leur pays, envoyés par leurs parents comme on jette une bouteille à la mer, sans toit dans les rues de Paris la nuit, alors que la journée, ces mêmes jeunes vont au lycée. Excusez-moi. Nous avons honte que la 6e puissance du monde ne soit pas capable de lutter contre les réseaux mafieux sur son territoire. Nous avons honte que depuis plus de 10 ans maintenant, 20 000 Roms, pas des centaines de milliers, pas des millions, 20 000 Roms, errent de bidonville en bidonville, alors que nous savons par exemple parfaitement que les villages d'insertion qui ont été mis en place par Plaine Commune, en Seine-Saint-Denis ou par le département du Val-de-Marne, pourrait très bien fonctionner à condition que l'État ne se désengage pas systématiquement et ne laisse pas les communes face à ce problème, alors même que c'est cet État qui est en train d'étrangler les finances et les moyens des communes. Nous avons honte que la France, engagée en ce moment sur tous les terrains de guerre, n'accueille que quelques milliers de réfugiés quand l'Allemagne voisine accueille 800 000 demandeurs d'asile et qu'on nous dit qu'en accueillir 9 000 en France est peut-être un très grave problème que nous aurons du mal à résoudre. Eh bien, sur tous ces sujets, nous allons mener ces batailles pour nous inséparables, pour la paix, pour le développement et pour l'accueil des réfugiés en Europe et en France. Que nous dit enfin la violence et les humiliations infligées à la Grèce par le capital et les dirigeants européens? Que cet ordre libéral européen est une impasse dramatique qui va noyer l'espérance européenne dans un avenir bien sombre si on laisse faire. Elle nous dit que nous n'abandonnerons pas le peuple grec, que nous n'abandonnerons pas nos camarades, que nous n'abandonnerons pas, quel que soit leur débat, toutes ces forces démocratiques grecques, que nous n'abandonnerons pas le gouvernement de Tsipras face aux requins. Face aux requins que sont les créanciers capitalistes. La lutte des classes, ces 6 derniers mois, a été mise à nu dans ce combat. Excusez-moi. L'oligarchie libérale a montré son vrai visage. Et ce n'est pas le moindre des mérites du gouvernement de Tsipras, du gouvernement grec, que de lui avoir arraché son masque. Je sais que nombre d'entre vous vivent douloureusement ces événements et s'interrogent sur les leçons à en tirer. Eh bien, moi, je dis que devant la dureté du combat, l'heure peut être certes propice aux raccourcis, voire aux fourvoiements les plus dangereux, comme on vient de le lire, avec la proposition dramatique de Jacques Sapir de faire jonction avec le Front National, dans une union sacrée contre l'euro. Oui, cette période, elle est aussi, on le voit bien, propice aux donneurs de leçons qui adulaient Syriza et Tsipras hier et les repeignent bien facilement aujourd'hui, au mieux en grands naïfs, au pire en capitulards. Ne nous y trompons pas et ne trompons pas les Français. Il n'y a qu'un adversaire et pas un autre. Cet adversaire, c'est le pouvoir exorbitant, la tutelle autoritaire que s'arrogent les marchés financiers et les grands intérêts capitalistes sur toutes les décisions qui concernent le peuple. Et c'est face à cet adversaire qu'il faut unir, quels que soient les débats qui les traversent, et qu'il faudra continuer à unir toutes les forces démocratiques européennes. Dans ce combat, il n'y a pas, je viens de le dire, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de chemin de traverse. C'est à ce pouvoir-là qu'il convient de s'attaquer pour reconstruire une souveraineté partagée et coopérative de tous les peuples européens qui puissent faire le poids face à des intérêts capitalistes mondialement coalisés. Alors comment y parvenir? C'est un débat que nous allons poursuivre. Mais je donne mon avis. En sortant de l'euro, comme si derrière la porte de sortie, vers laquelle Schäuble d'ailleurs s'empressait de vouloir pousser la Grèce, comme si derrière cette porte se trouvait le paradis,
et non en vérité la jungle de la domination monétaire internationale du dollar et des autres monnaies dans laquelle se débattent tant de pays sous domination. Allez en parler avec les pays qui ne sont pas dans la zone euro, singulièrement les pays du Sud. Ou plutôt, même si c'est difficile et si l'objectif paraît élevé, en reconquérant pied à pied, dans des luttes de classe intenses dans l'Europe et dans la durée, le pouvoir sur l'euro, sur nos banques, pour en changer la nature. Et par exemple, nous devons exiger que la Grèce non seulement touche bien les 86 milliards du plan d'aide parce qu'elle a besoin de cet argent pour reconstruire son pays, mais que cet argent lui soit versé et pas au compte-gouttes comme veulent faire les Allemands, veulent l'imposer les Allemands et les dirigeants européens, et qu'elle leur soit versée en laissant à la Grèce, et c'est cela la bataille que nous devons mener maintenant, qu'elle soit libre de l'usage de cet argent sans les conditions draconiennes qu'on lui impose, parce que cet argent, c'est l'argent des Européens, c'est le nôtre, c'est celui des Grecs, ce n'est pas l'argent des financiers. L'argent créé par la Banque Centrale Européenne est l'argent de tous les Européens. Et nous, et la bataille, celle que continuent à mener les Grecs et que nous devons mener avec eux, c'est que nous refusons que cet argent continue à être systématiquement destiné à rembourser les créanciers, à les servir, à rembourser les banques et à rembourser ou à enrichir des prédateurs prêts à racheter la Grèce par appartement ou prêts à racheter n'importe quel pays européen. Par exemple, encore, évidemment, mener ce combat de classe, c'est continuer d'exiger que la dette soit immédiatement allégée, en partie annulée, pour faire cesser, comme le disait avec beaucoup de force Étienne Balibar hier dans la conférence que nous avons eue, pour faire cesser les transferts actuels d'argent qui ne vont pas, comme on le fait croire, des riches vers les pauvres, mais qui vont précisément en ce moment dans toute l'Europe des pauvres vers les riches. Et la dette est un des plus puissants mécanismes de transfert des pauvres vers les riches, aussi bien pour nous d'ailleurs dans notre vie quotidienne qu'à l'échelle de l'Europe. Donc il faut s'attaquer à ce problème à l'échelle de la Grèce et de toute l'Europe pour renverser la vapeur et au contraire maintenant drainer l'argent vers les besoins sociaux des peuples et la réduction des déséquilibres en Europe. Et c'est la proposition que nous portons déjà depuis plusieurs années, mais que nous devons rendre populaire. Oui, nous voulons la création d'un fonds social européen exclusivement dédié à la réponse des besoins sociaux des peuples et au développement des services publics, contrairement à la manière dont est utilisé cet argent aujourd'hui. Et le Parti communiste a mis en ligne cet été une pétition qui porte un mandat de solidarité de la France avec le peuple grec. Nous devons faire connaître et signer cette pétition qui montre notre intérêt commun, français, grec, européen, à sortir de l'austérité et à reconquérir le pouvoir démocratique. Un conseil extraordinaire des présidents du Parti de la gauche européenne va se réunir mi-septembre à Paris. Nous y lancerons de nouvelles initiatives de mobilisation et avant cette réunion, la fête de l'humanité sera un grand moment de débat et de solidarité exceptionnel avec des choses très importantes qui se tiendront notamment dans le centre du Conseil national et à l'Agora de l'Humanité le samedi après-midi. Nous sommes tous face à l'exigence d'une élévation considérable de notre engagement sur les enjeux de transformation en Europe. Et s'il y a une leçon parmi toutes celles que nous avons à retenir de cette période, s'il y en a une, c'est celle-là. Il n'y a pas de combat de transformation sociale, pas de combat révolutionnaire qui vaille sans tenir d'une même main et en toutes circonstances notre engagement national et notre engagement européen. Toutes ces batailles, nous allons les porter dans l'échéance cruciale des élections régionales des 6 et 13 décembre prochains. Et je veux conclure en disant un mot là-dessus. Ces régions ont désormais des pouvoirs nettement renforcés. L'enjeu est de savoir si elles serviront à étouffer la démocratie locale, à servir la compétitivité des marchés contre les populations qui y vivent, ou si elles seront mises au service de l'égalité des territoires et du développement social partagé. Allons-nous laisser la droite et l'extrême droite conquérir toutes ces régions? Je dis bien toutes, parce que ce danger est réel. Et c'est un danger qui nous menace dans quelques semaines seulement. Eh bien, je le dis, pour nous, il n'en est pas question. Moi qui suis candidat en Île-de-France, je peux vous dire que je serai mobilisant bec et ongle jusqu'au dernier jour
pour que Pécresse ne dirige pas cette région dans laquelle nous essayons de travailler. Dans laquelle nous travaillons à des avancées sociales, à laquelle nous avons travaillé à des avancées sociales durant tout le mandat écoulé. Et par exemple, le 1er septembre, dans quelques jours, nous serons mobilisés en Île-de-France devant toutes les gares d'Île-de-France, puisque entre en vigueur la proposition qui était la proposition numéro 1 de mon programme lors de la dernière élection régionale, le pass Navigo à zone unique, alors qu'il y avait une inégalité de traitement qui coûtait des centaines et des centaines d'euros à des familles populaires éloignées de la région parisienne. Il a fallu 5 ans pour obtenir la mise en œuvre. Nous n'avons jamais lâché. Nous l'avons obtenu après beaucoup de batailles. Et je pense qu'il faut que les Franciliens le sachent. Je prends cet exemple parce que, excusez-moi, je suis un petit peu en campagne aussi, mais je sais qu'il y en a beaucoup d'autres dans nos régions. Je dis le danger est réel parce qu'on voit bien que, profitant du discrédit jeté sur la politique et sur la gauche par les renoncements de la politique gouvernementale, ils ne rêvent que de ça. Eh bien, nous ne laisserons pas faire. Quel est notre objectif? Il est celui-là, mais il est double. Évidemment, nous voulons, nous, mener cette bataille pour faire gagner des politiques régionales ou pour rendre possible des politiques régionales qui vont protéger les habitants de ces régions, qui vont protéger les Français, qui protégeront les services publics et les développeront, pour mener des politiques régionales qui vont respecter à égalité tous les territoires de ces régions. Et nous savons qu'avec l'agrandissement des régions et la réforme territoriale, ça va être un enjeu de première importance. Nous voulons des régions qui traitent à égalité tous les territoires et qui fassent du développement économique un outil de création d'emplois, de réduction des inégalités, de développement social partagé, de transition écologique, et non pas une machine au service de la compétitivité des puissances financières. Cela ne sera possible, cet double objectif, ne sera possible qu'à une condition, que des listes portées par les forces du front de gauche et par les énergies citoyennes, politiques et associatives partageant cette démarche réalisent des percées dans chaque région, jusqu'à disputer dans certaines d'entre elles la conduite de majorités régionales de gauche. C'est cet objectif-là que nous voulons porter. Et pour y contribuer, pour le rendre possible, les communistes ont fait un choix clair, un choix national, construire dans les 13 régions des listes qui rassemblent toutes ces forces, les forces du front de gauche et toutes les forces citoyennes disponibles. Et nous allons mettre en œuvre avec détermination cet objectif, parce qu'il est essentiel pour atteindre les deux objectifs dont je parlais. Et devant les atermoiements de certains de nos partenaires du front de gauche, je le redis ici, il serait incompréhensible, quels que soient nos débats, que le front de gauche n'aille pas uni à cette bataille. C'est à cela que les communistes travaillent. C'est à cela que les communistes travaillent dans les 13 régions. Rien ne nous fera renoncer à ça, et on peut compter sur les communistes pour porter haut dans cette bataille les couleurs du front de gauche. Nous voulons le faire, évidemment, en élargissant considérablement l'engagement de forces citoyennes à nos côtés, parce que nous savons ces forces nombreuses, et pour nombre d'entre elles disponibles, la priorité des priorités, et donc de continuer comme nous avons commencé à le faire cet été, mais il faut maintenant changer d'échelle, de s'adresser à toutes les énergies disponibles, associatives, syndicales, politiques, pour faire de nos projets régionaux et de nos listes une véritable fabrique citoyenne, un véritable projet partagé. Enfin, je réaffirme ici que nous sommes disponibles partout pour construire ces listes avec les forces politiques qui partageront ces objectifs, avec Europe Écologie Les Verts, avec des forces socialistes qui peuvent partager cet objectif, avec d'autres forces comme le mouvement républicain et citoyen. On parle beaucoup, je veux être clair là-dessus, on parle beaucoup dans les médias entre Europe Écologie Les Verts et le Front de gauche. Mais quelle est la réalité à ce jour, la vraie réalité incontournable, les faits? Il y a des discussions qui sont engagées dans plusieurs régions. Mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, aucune liste dans aucune région ne rassemble à ce jour Europe Écologie Les Verts et l'ensemble du front de gauche. Je le dis donc ici, il n'est pas trop tard pour y parvenir, probablement pas dans toutes les régions, dans une partie des régions. Et si cet accord est possible
Dans plusieurs régions, nous y sommes favorables. Cet accord, évidemment, pour aboutir, devra être respectueux de toutes les composantes engagées dans ces listes. C'est même la condition de l'efficacité de ces rassemblements. Mais il faut le redire, maintenant les jours sont comptés, parce que le calendrier est serré. Chacun doit donc répondre avec clarté. Et je veux dire une dernière chose sur ce point. Le Front de gauche ne peut pas, pour quelques postes, être la roue de secours d'une Europe Écologie Les Verts qui chercherait à sauver les meubles. Les communistes sont prêts à un accord avec le Front de gauche et Europe Écologie Les Verts sur des projets régionaux dynamiques et solidaires qui ouvrent un nouvel espoir, et c'est urgent dans le pays, et nous agirons en ce sens avec des actes concrets dans les jours à venir avec la direction du parti. Mais je veux aussi vous le dire aujourd'hui, si cette discussion se mène encore ces prochaines semaines, et ça va être le cas puisqu'il faut constituer les listes, et ça va durer, on le sait, encore au cours du mois de septembre, je veux dire dans le même mouvement que pour moi les choses sont claires, et c'est le signal que je veux vous donner. C'est aujourd'hui, demain matin, que débute pour nous sans attendre de notre campagne, parce qu'il n'y a plus un jour à perdre dans cette campagne, et nous ne pouvons pas laisser, tout en menant ces discussions, les autres forces politiques occuper seules le terrain. Et nous ne pouvons pas être suspendus à des discussions aussi politiciennes que celles qu'on a entendues ces derniers jours. C'est donc en allant parler aux citoyens et à ceux qui attendent que ces listes se construisent, dans l'esprit que je viens de le dire, que nous devons nous adresser. Donc je vous lance un appel aujourd'hui. Dès demain, prenez partout des initiatives avec nos candidats. Moi, je suis entré en campagne et pourtant, les débats continuent dans ma région comme ailleurs. Même si leur place dans l'ordre de la liste n'est pas aujourd'hui définitif, et qu'importe, parce que ce n'est pas ça qui nous obsède, contrairement à d'autres. Il faut agir sans attendre, il faut entrer en campagne, il faut proposer à des citoyens d'être candidats, parce que nous voulons des listes ouvertes, et nous voulons des listes largement ouvertes à des candidatures citoyennes. Et ce travail doit commencer maintenant. Et je voudrais enfin sur ce point tordre le cou à quelques mauvais procès, puisque je lis aussi là ce qui s'écrit. Les codes éthiques ne nous font pas peur. Nous avons une tradition en la matière dont nous n'avons pas à rougir. Personne ne fera passer nos élus actuels ou nos élus futurs pour des gens qui ne recherchent qu'une chose, devenir de bons cumulards. Je prends même sur cette question. Et je prends même sur cette question les paris avec qui voudra. Nos groupes, à l'arrivée, seront les plus jeunes et les plus renouvelés de toutes les formations politiques à l'issue de ces élections. Voilà, chers camarades, ce qui nous attend. Je sais, comme d'habitude, que votre engagement sera total. Dans 15 jours, la fête de l'humanité s'annonce d'ores et déjà comme une édition très réussie. Les indicateurs sont au beau fixe, comme on dit. Nous nous y retrouverons, notamment lors du meeting où je prononcerai le discours. Je compte sur vous pour réussir à plein cet événement dans les 2 semaines qui viennent. Notre investissement militant, nous le mettons au service d'une grande ambition pour notre pays. Avec nos batailles, avec les élections régionales, nous préparons les changements dont notre pays, la France et l'Europe ont un besoin urgent. Au printemps prochain, la date précise sera fixée au Conseil national du 10 septembre et je l'annoncerai à la tribune de la Fête de l'Humanité. Nous tiendrons notre congrès. Nous avons d'ores et déjà décidé de précéder ce congrès d'une grande convention nationale sur notre projet pour la France. La France en commun est le texte avec lequel nous lançons la réflexion et le travail collectif. Dès aujourd'hui, je veux le redire après ce qu'a dit Isabelle de Almeida en ouverture de cette université d'été, ce débat maintenant, il est entre vos mains, il vous appartient et il nous revient à tous de l'engager avec ceux qui nous entourent pour enrichir ce projet jusqu'à la convention nationale du projet. Nous aurons lors de ce congrès, je veux le dire, de très hautes ambitions pour notre propre parti. Je crois personnellement, et nous aurons à en débattre dans les prochaines semaines et les prochains mois, mais je crois personnellement que le temps est venu de procéder à des modifications d'ampleur du Parti communiste français pour être à la hauteur des ambitions de changement de la politique que nous voulons porter. Je cite quelques-uns de ces chantiers à mes yeux majeurs. Réussir à construire un projet et une candidature à la hauteur des enjeux de 2017. Redevenir, pas dans les mots, mais dans les faits, redevenir
le parti des quartiers populaires et du monde du travail. Donner le pouvoir à de nouvelles générations dans le parti. Construire des rapports de force capables de tenir tête au monde de la finance. Et pour ça, et c'est, je l'ai dit, une leçon à propos de la Grèce, changer d'échelle dans notre travail européen et internationaliste. Renouveler de fond en comble notre bataille de communication pour reconstruire nos identifiants, pour investir les réseaux sociaux et pourquoi pas en lançant une web TV. Donner un nouvel élan à notre vie démocratique. Donner un nouvel élan à notre vie démocratique en permettant plus de transversalité, plus d'horizontalité dans notre organisation, plus de mise en commun, plus de formation, plus de réactivité. Les défis, vous le voyez, ne manquent pas, et je pourrais en citer d'autres. Je suis décidé, en tout cas, pour ce qui me concerne, à ce que nous les abordions avec audace. Notre congrès, comme on dit, devra déménager. Faisons un grand coup d'éclat, car en 2017, il faudra compter avec le Parti communiste pour construire une offre politique renouvelée. Dans la gauche anti-austérité, nous en avons tous conscience, l'éparpillement est un risque mortifère. Eh bien, nous mettrons tout en œuvre pour conjurer ce risque et travailler au rassemblement de ces forces. Je veux le dire pour conclure, à en croire les sondeurs, les commentateurs politiques et les dirigeants du système actuel, le casting et le scénario de 2017 sont déjà bouclés, eh bien qu'ils comptent sur nous pour en écrire un autre. La société française attend du neuf, grâce à nous, elle en aura.